Bonjour, bonsoir, bienvenue à la Villa Rabelais à Tours, ce bâtiment qui est là pour valoriser les gastronomies du monde entier. Nous sommes ici dans le cadre d'un événement bien particulier, c'est-à-dire l'année de la valorisation du patrimoine portugais en France, organisée par l'Institut français. Et dans le cadre de cette programmation, la petite sélection des activités autour de la gastronomie est portée par la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires et l'Institut européen d'histoire des cultures et alimentation en France et l'Université de Coimbra au Portugal. Nous avons donc, durant toute la semaine qui nous a précédé, eu différents événements. On a accueilli un chef en particulier à Tours et on est réunis aujourd'hui avec une belle brochette d'intervenants pour valoriser le discours du patrimoine gastronomique portugais, mais pas uniquement. On va essayer de regarder les discours croisés entre gastronomie portugaise, gastronomie française, comment elles ont pu s'initier les unes et les autres, se marier quelquefois, s'harmoniser, comment la gastronomie française est venue s'incorporer dans la gastronomie portugaise et la gastronomie portugaise est venue s'incorporer dans la gastronomie française. Pour tenir ce débat, ça va être un débat, on ne va pas tous être d'accord, pour tenir ce discours autour de moi ce soir, il y a différentes personnalités. Carmen Soares, qui est historienne à Coimbra. Nous avons également Monsieur le consul Luis Paletta, qui est consul honoraire du Portugal en France et à Tours, d'autant plus. Le chef Helio Loureiro, qui est chef actuellement en résidence chez nous à Tours, dont on est ravi qu'il ait fait beaucoup d'œuvres pour la bonne ville de Tours. Et puis Alvarez Lopez, qui détient des établissements commerciaux autour de la valorisation du patrimoine gastronomique portugais et qui va ouvrir une boutique incessamment sous peu en Touraine. Alors, on va dialoguer autour de beaucoup de choses. Entre nous, on va parler d'histoire, on va parler un peu de politique, mais d'une manière très vulgarisée, naturellement, parce qu'en ce moment, on ne peut pas trop en parler, plutôt de la valorisation et de la promotion dans l'esprit politique. On va parler de technique culinaire, on va parler de commercialisation des choses. Et on va commencer par l'histoire, parce que l'histoire, c'est un peu le socle commun qui construit l'Europe, qui construit un pays, qui construit un modèle. Et concernant le modèle culinaire ou le modèle gastronomique portugais, finalement, en quoi et comment il a pu se construire dans l'histoire, Carmen, est-ce qu'il y a des grandes dates, des moments importants où cette cuisine, cette gastronomie portugaise a vu le jour? Bonsoir à tous mes collègues aussi, ici aujourd'hui à la table ronde et au public qui nous voit et qui nous attend. Et bien, quand on parle de la construction, parce que c'est ça, c'est une construction d'un modèle de la culinaire, de la cuisine portugaise, il faut penser toujours qu'elle est née pour faire le même que les autres faisaient en Europe, en particulier en France. Elle est née pour affirmer OK, on a aussi une cuisine, les Portugais ont une cuisine. Et ça s'est passé de forme pensée avec des publications, des livres qui sont intitulés La cuisine portugaise, ou un titre comme ça, à la fin du 19e siècle et après, pendant le 20e et même aujourd'hui, naturellement. Le premier livre, je suis historienne, j'étudie les sources écrites. Et le premier livre qu'on a publié au Portugal, avec un titre La cuisine portugaise, a été publié jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est une œuvre collective. Elle résulte des donations des dames qui ont donné ces recettes pour une œuvre de charité. C'était pour reconstruire une église qui était en ruine à Coimbra. Et ils ont donné, parce qu'avec la vente de ce livre-là, de cuisine portugaise, et le résultat, c'était pour faire cette œuvre de charité. Et là, on trouve des plats, mais la grande différence se fait aux années 30 du XXe siècle, quand on a une politique de promotion de la nationalité portugaise à cause du régime dictatorial de Salazar. Okay? Et là, on a dès la publication du premier livre qui organise les recettes par région du Portugal. Mais il faut avoir à la tête que le Portugal, à ce temps-là, c'était un Portugal
pas confiné à l'Europe, mais un Portugal des colonies. Alors, ce qu'on trouve là, ce sont des recettes des régions du Portugal, mais aussi des colonies qui en avaient en Afrique et aussi dans la région de l'Indie, Macao, etc. Et après, un autre moment bien important, c'est quand on change pour la démocratie. Et la question à ce moment-là, c'est donner la voix au peuple. Alors les choses changent un peu. C'est quand on voit la cuisine populaire à gagner un espace. Avant ça, OK, c'était la promotion du régional, du local, mais fait par les gens, les intellectuels surtout, et pas pour le peuple, pour les gens qui pratiquent et qui ont les recettes là. Je pense que ce sont 3 moments et qui accompagnent les 3 régimes, la monarchie, après la dictature et finalement la démocratie. Naturellement, à sa table ronde, je suis la seule femme et il faut que je fasse une remarque. Ce qui s'est passé dans l'écriture des livres, c'était que c'était les hommes aussi qui étaient les auteurs et les choses changent. Ils commencent à changer dans la période aussi de la dictature parce que la revue qu'on a sur culinaire portugaise était dirigée par une femme et s'appelait Banquet, revue de culinaire portugaise. La promotion ici, là aussi, c'était bien dirigé pour les territoires du Portugal, mais en même temps, on avait des espaces pour la cuisine des grands chefs des restaurants, pour la cuisine étrangère. Et dans toutes ces périodes, l'influence, la présence du modèle français était là, parce que c'était le modèle, même quand on disait, les écrivains voulaient se aparter un peu de ce modèle, mais je pense qu'Elio pourra faire une explication plus technique de cet aspect-là. Notre culinaire, et la culinaire surtout des classes plus hautes, elle était bien marquée pour la cuisine française. Je pense pour l'instant, je donne la parole à mes collègues. Merci. Carmen a amené déjà beaucoup de mots-clés particuliers. Hein. On parlait d'espace, de terroir, de territoire. On en reparlera tout à l'heure avec Alvaro, je dis bien. On a parlé de recettes, on a parlé de chefs. Donc, Elio, naturellement, je me tournerai vers vous. Mais la densité du discours de Carmen était plus tournée quand même justement sur des démarches d'action de promotion, de valorisation, quelquefois donc avec des identités politiques ou des mouvements politiques. Actuellement, dans notre 21e siècle, monsieur le consul, monsieur Paletta, qu'est-ce qui se passe de la part du gouvernement portugais pour promouvoir la gastronomie à travers des pays tels que la France? C'est vrai que les Français que nous sommes ont une connaissance assez chauvine, qui fait que malheureusement, on connaît très très peu les autres cultures gastronomiques. Et quand on se met à en parler, on fait bien souvent des erreurs de diagnostic. On a un imaginaire de ce qu'est la cuisine portugaise sans la connaître. Et ne parlons même pas de la prononciation. Je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine, je pense que je ferai beaucoup d'erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui pour essayer de promouvoir ce discours et cette cuisine? Beaucoup de choses. Il aura échappé à personne que le Portugal, depuis une trentaine d'années, connaît un développement considérable de son activité touristique. Et ce que les touristes recherchent lorsqu'ils vont découvrir un pays, c'est une originalité, c'est un exotisme, une différence. Il faut donc, pour promouvoir le tourisme, bien marquer sa différence. Il faut trouver des marqueurs spécifiques à chaque culture. Alors, ce peut être les paysages, l'architecture, la musique, d'autres manifestations humaines, la littérature, mais ce peut être également la cuisine. Il se trouve qu'il y a des pays qui ont des spécificités culinaires
qui les rendent très attractives. C'est le cas de la France. La France est connue dans le monde comme ayant la cuisine la plus sophistiquée, la plus subtile, d'aucuns disent la meilleure cuisine du monde. Mais elle n'est pas seule. Et la France qui a su promouvoir cela est actuellement mise en avant. D'autres pays sont, de ce point de vue, émergents. Et l'État portugais, le gouvernement portugais, fait actuellement un effort, alors non pas spécifiquement sur la cuisine, bien évidemment, mais sur les spécificités du pays, du Portugal, au rang desquelles se trouve la cuisine. Et il se trouve que la cuisine portugaise est une surprise pour ceux qui la découvrent. Et c'est cela qui est intéressant et c'est cela que l'on tente de mettre en avant. Pourquoi je dis que c'est une surprise? Parce que Kurnansky, que chacun connaît, qui a été nommé le prince des gastronomes, avait fait une sorte de compilation des cuisines régionales françaises. Il avait trouvé un peu plus de 300 recettes. Au Portugal, vous parliez tout à l'heure de la présence des femmes, on peut citer Maria de Luz Modesto, qui elle-même a fait ce travail de Kurnansky en 1987, a publié un ouvrage. Et elle, en 20 ans, elle a pu compiler plus de 800 recettes. C'est dire la diversité de la cuisine portugaise. On disait Kurnansky un peu plus de 300, on parle de plus de 800. Et des choses tout à fait remarquables, parce que la cuisine portugaise n'a rien à envier à la cuisine française, je suis désolé de le dire. Et on a des choses absolument incroyables, surprenantes. Par exemple, je ne sais pas moi, si on dit aux gens présents ici, et puis ceux qui nous regardent, qu'on peut marier harmonieusement et la viande et des fruits de mer, les palourdes par exemple. Carn aranjana, par exemple, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais si vous dites d'emblée à un gastronome, ce plat est fait de viande, également de fruits de mer. Oh, ça doit être étrange. Non, ce n'est pas étrange, c'est magnifique. Eh bien, toutes ces spécificités de la cuisine portugaise sont un atout qui vient s'inscrire dans la valorisation que l'on peut faire du Portugal et, par voie de conséquence, de la découverte qu'on peut y faire et, par extension, être un levier du tourisme. Eh bien, c'est cela que fait le gouvernement portugais depuis de nombreuses années, et ça marche. Ça marche tellement que... alors, la pandémie a un peu arrêté ce mouvement, mais on a atteint jusqu'à près de 13% du PIB. C'est considérable. Le tourisme, c'est 13% du PIB, c'est-à-dire plus de 10% de la production de richesse au Portugal. Mais à cela, il va falloir ajouter non seulement ce qu'apportent les touristes et les dépenses qu'ils font au Portugal, mais également les exportations. Et là, nous avons avec nous quelqu'un qui peut en parler beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que non seulement on vient découvrir le Portugal, on vient découvrir ses spécificités au rang desquelles sa cuisine, mais parce que les touristes vont y découvrir quelque chose de nouveau, ils voudront le retrouver chez eux. Ce qui va permettre au Portugal de développer l'exportation de ses produits alimentaires. Et là aussi, nous avons une croissance considérable, également encouragée par le gouvernement. Nous avons ici un représentant de la société Agriberia, comme je disais tout à l'heure, qui va pouvoir nous dire effectivement combien ce secteur a connu une croissance d'une importance, à mon avis, parallèle à celle du tourisme. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas posé de question. Alvaro, est-ce que vous pouvez répondre à cette proposition? Oui, c'est vrai, parce que il fait à peu près 22 ans, Maria et son associé Paulo Pereira, ils ont ouvert une entreprise
parce que les gens qui connaissaient Portugal, ils voulaient avoir, plutôt les Français, et ils voulaient avoir où ils pouvaient acheter partout dans la France des produits portugais. Et c'était là parce qu'avant, notre commerce était plutôt dans des boutiques traditionnelles portugaises où les Portugais ils allaient. Et c'était plutôt un marché où on parlait le portugais dans la boutique. Et après, on a eu des défis, pardon mon portugais, parfois je peux faire quelques erreurs, mais ils avaient un challenge de mettre dans les grandes marques françaises comme Leclerc, Carrefour, Auchan, Super U, n'importe, Intermarché, ils ont eu le défi d'avoir les produits portugais dedans les grandes chaînes françaises de distribution. Et c'est là qu'Agriberia elle est née. Et on a commencé à voir tout. On va dans les hypermarchés, au supermarché, la partie produits du monde. On a toujours des étagères avec le Portugal, Espagne aussi, mais aussi Portugal, Italie et tout ça. Et on fait la provision de les produits portugais dans ces genres de chaînes. Et je crois que c'est là qu'on a la croissance des produits portugais. Elle s'est notée plus tôt parce qu'on a donné à tous les Français le pouvoir, et même aux Portugais qui vont dans les boutiques françaises ou les supermarchés françaises, d'avoir les produits portugais, pas dans une gamme très grande, mais ça dépend, parce qu'il y a des lieux où on a les Portugais, ils sont plus nombreux, qu'on a les produits, les étagers, on a plus de produits parce qu'ils veulent avoir plus de références des produits portugais. Et c'est là, dans la partie, tout ce qui est produits portugais, épicerie, viande aussi, morue, et aussi des vins, des bières, vous voyez. Et c'est là un peu le rôle qu'on développe. Et aussi, on a créé des boutiques portugaises qui s'appellent Panier du Monde, où 80%, c'est aussi qu'on va ouvrir en fin mai, début juin, on va ouvrir au boulevard Charles de Gaulle, ici à Tours. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et c'est là qu'on peut trouver, même les gens de Tours, Saint-Cyr, c'est plutôt Saint-Cyr, mais ils peuvent trouver tout ce genre de gamme portugaise où il peut faire ses gastronomies dehors son pays, et aussi pour les Français essayer ce qu'ils ont mangé au Portugal. Et c'est là que le consul parlait très bien, monsieur le consul, qui a dit qu'après ils veulent venir ici, et comme il était bien reçu au Portugal, ils ont bien mangé, ils ont bien boire, ils veulent faire autrement avec des amis, la famille, et c'est là qu'ils peuvent aller chez nous ou n'importe, ou des autres enseignes, parce que les produits portugais, je crois qu'ils sont déjà partout dans la France. Et aussi, il y a beaucoup d'ethnies comme l'africaine ou d'autres qui aiment beaucoup le saveur de bacalhau, vous voyez, le saveur morue, parce que c'est aussi un peu salé comme ils font chez eux le poisson. Alors, je crois que c'est transversal déjà, le goût qu'on prend, les produits qu'on prend, même les céréales, même les chorizos, tout genre les beignets de morue, vous voyez, les natas qui sont très connus comme produits déjà de sucré, plus sucré qu'on a comme pâtisserie. Et vous voyez, je crois qu'on commence à avoir notre référence historique et développée ici en France, et aussi la partie logistique, on est basé à Orléans, qui c'est un peu le milieu de toute la France. Et à partir de là, on envoie tous notre produits dans toute la France, et parce qu'on a à peu près 200 collaborateurs qui font ce genre de logistique dans toute la France. Merci bien, merci
On est toujours sur juste une lecture panoramique, puis après on va lancer un débat. Mais je reste sur toutes les actions qui sont là pour valoriser et promouvoir la gastronomie portugaise. Elio, vous avez une grande expérience en tant que chef cuisinier renommé à travers l'Europe, au-delà du Portugal. Qu'est-ce que vous avez comme souvenirs les plus importants dans votre carrière qui ont été des moments de promotion de la gastronomie portugaise en France ou ailleurs en Europe? En premier, merci beaucoup pour l'accueil et pour l'invitation pour être ici à Tours. Quand je vais commencer, ça fait 35 ans dans la cuisine, la gastronomie portugaise n'est pas très connue, il n'y a rien de connu. Et quand on commence à parler de la cuisine portugaise, comme Carmen a dit, qu'il a beaucoup d'influence de la cuisine française. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il a des influences de cuisine française, pas de la cuisine française de campagne, mais une cuisine française de livres de cuisine comme par exemple Escoffier, ou que c'est le principe de la cuisine de l'hôtellerie. C'est ça la raison que pendant beaucoup des années, dans les restaurants portugais et même dans les hôtels, on voit pas de cuisine portugaise, mais on voit de la cuisine internationale. Et quand je vais commencer, il y a que dans l'hôtel Sheraton, avant le Méridien, c'est tout. Le restaurant, il est de cuisine internationale. Il n'est pas de cuisine portugaise, il n'est pas de cuisine française, il est de cuisine internationale. Il ne sert rien à voir, ça ne sert à rien. Alors, le changement s'est passé dans un an 85, 86, ils ont commencé à changer. Ils commencent à inviter pour faire des semaines gastronomiques, par exemple, ici en France, en Espagne, au Mexico, à l'Amérique du Nord, au Canada. Et quand on m'invite pour aller, il a toujours un problème, c'est que se vont faire de la morue, par exemple, dans l'Angleterre, les gens ils n'aiment pas. Alors ça c'est un problème, c'est que normalement de saveurs très salées de la morue, ça ne va pas pour le goût de Norvège, de la Suède. On fait les gâteaux plus connus au Portugal, comme o tocinho do céu, panivado de priscos, que sont des choses très douces, les gens n'aiment pas. Alors, beaucoup de fois, ils m'ont dit, bon, ça c'est une semaine de gastronomie portugaise, mais il faut changer un peu, mettre quelque chose que ça ne pas très, très fort portugais, mais on fait une mescle de saveurs. Et ça, c'était un problème pendant beaucoup des années, et même aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand on parle que les gens, quand ils vont au Portugal, ils aiment bien faire de la cuisine portugaise. Bon, ils aiment la cuisine portugaise très simple. Le poisson grillé, le riz avec des haricots, des choux avec des choux, ou des choses plus simples, des choses plus régionaux qu'on a dans le pays, mais très simples. Parce que ça nous donne des choses plus compliquées de la cuisine portugaise, comme par exemple tripes à mode poste, ce sont des tripes comme des Cayennes. Pour un touriste qui vient du nord d'Europe, il ne va pas manger ça. Mais quand il sent le goût il sent de tripes, il ne va pas manger. Alors, maintenant, c'est plus facile de parler de la cuisine gastronomique, de la cuisine portugaise qu'à 30 ans avant. Parce que les gens, il a l'expérience d'aller au Portugal, de manger de la cuisine, pas la cuisine portugaise comme on a parlé, M. Consul, du livre de Maria dos Modestos, mais une cuisine plus simple, plus locale. Et c'est ça que maintenant on a pour offrir au tourisme au Portugal.
plus de vin. Mon premier livre, j'ai fait en 1988, 98, c'est Recettes pour vin de Porto. Et c'était très difficile de passer le message que c'est possible d'avoir de choses pour manger avec le vin de Porto. Les gens, même au Portugal, c'est difficile. Maintenant, les vins sont plus faciles, les gens ils aiment plus parce qu'ils ont changé aussi la vigne, ils ont changé aussi le méthode de vignoble, de cépage et tout ça. Et maintenant, c'est plus facile d'aller faire une semaine gastronomique, par exemple au Brésil. On porte toujours des vins et on nous donne à goûter de spécialités portugaises, mais on doit savoir qu'est-ce qu'on va donner à manger. Mais c'est pareil quand on parle de gastronomie française. Si vous allez à Amérique du Nord et vous portez du boudin, les gens ils vont pas manger. Alors, la cuisine portugaise, il a beaucoup de variétés, mais c'est pas facile de donner à tout le monde la vraie cuisine portugaise ou la cuisine régionale. Je vais lancer une question vraiment pour tout le monde, mais je reste vers vous, Elio. Vous venez de nous évoquer la cuisine régionale, voire familiale, et c'est vrai que français que je suis, j'ai un imaginaire touristique. Je suis allé plusieurs fois au Portugal où j'ai profité des pensions de famille. J'ai découvert après une gastronomie portugaise en France qui était sous des formes de beignets de morue, le bacalhau et pastel nata. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas envie de sortir, là je me tourne avant tout vers le chef, et après j'aurai une question pour le reste des intervenants. Est-ce qu'en tant que chef, vous n'en avez pas assez d'entendre dire que la cuisine portugaise est une cuisine familiale, est une cuisine traditionnelle? Est-ce que vous n'aimeriez pas que la cuisine raffinée, la cuisine technique des grands chefs soit plus mise à l'honneur? Et maintenant, il y a des chefs qui commencent à faire une cuisine qui est surtout une cuisine qui met de produits portugais dans la grande cuisine. Mais avant, c'est pas, à 20 ans, si vous allez au Portugal, vous allez voir que les grands chefs, ils font par exemple, beaucoup de foie gras, beaucoup de caviar, beaucoup de choses comme ça, mais ils ne sont pas capables de faire des petites sardines portugaises dans son restaurant gourmet. Maintenant, c'est plus facile. C'est plus facile de mettre des chefs. Ils sont même... ils aiment beaucoup faire sa grande cuisine, même au restaurant qui ont 2 ou 3 étoiles Michelin. Il fait maintenant la morue, mais on ne morue pas beaucoup salé, moins salé. Et ils font le même plat de la cuisine familière, mais plus sophistiqué, avec plus revisité. C'est ça. Mais la cuisine portugaise, la vraie cuisine portugaise, c'est toujours une cuisine familière, locale, avec des produits de la région, de la station. Prenons les pastels de nata. Qu'est-ce qui se passe avec les pastels de nata? Aujourd'hui en France, on les trouve partout. J'en ai chez mon boucher, j'en trouve dans des grandes surfaces discount. Ça devient vraiment le croissant bienvenu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que historiquement, les pastels de nata qui sont vendus en France, est-ce qu'ils ont une vérité encore avérée? Est-ce que techniquement, c'est vraiment la bonne recette? Est-ce que politiquement, c'est la bonne stratégie d'en mettre partout en France comme ça pour promouvoir la gastronomie? Commercialement, est-ce qu'il y a un intérêt de le faire? Mais ça a été une question politique. Parce que le temps que le Portugal avait l'intervention comment ça dit, de Troïka. Troïka, c'était... Troïka. Voilà. C'est le maître poisson français. Il y a un ministre de la Finance qui a dit, bon, il faut exporter des produits portugais comme le pastel de nata. Et à cause de ça, tout le monde il a rigolé avec lui. Tout le monde il a rigolé avec lui. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une explosion, une exportation de pastel de nata comme on n'a jamais vu. Ah oui.
on n'a jamais vu. Stratégiquement, c'était la bonne méthode? Non, mais ça, c'est regarder les choses un peu par le petit bout de la lorgnette, parce que, Oui. effectivement, oui, voilà, si vous voulez, c'est à peine symbolique, cela. Bon. Le Portugal, et à mon avis, il a raison en cela, n'a pas choisi de modifier sa tradition gastronomique et culinaire en tentant de copier ce qui se fait ailleurs. Et le Portugal a raison. Parce que de toute façon, même si on tentait de s'inspirer de cuisines telles que la française, avec son raffinement, etc., ce dont je parlais tout à l'heure, on ne ferait de toute façon qu'une copie. Une copie plus ou moins bonne. Les atouts du Portugal, c'est sa cuisine traditionnelle avec son énorme diversité. Alors, que l'on ait promu les pastéis de nata pour faire parler de la cuisine portugaise, parce que c'était cela. Pourquoi je parlais tout à l'heure que dire cela, c'est regarder par le petit bout de la lorgnette, c'était d'une certaine manière attirer l'attention des amateurs de cuisine sur le fait qu'il y avait dans ce pays peut-être des choses intéressantes. Mais c'est un produit d'appel. On pourrait appeler ça comme cela. Il fallait faire effectivement parler de la cuisine portugaise. On est allé au plus simple. Mais derrière ce plus simple-là, il y a des choses absolument remarquables. Et puis tant pis si on a commencé par un produit qui, à mon avis, ne met pas suffisamment en lumière la qualité. J'adore les pastéis de nata, mais il y a des choses tellement plus intéressantes dans la cuisine et la gastronomie portugaise qu'il ne faut absolument pas s'arrêter à cela. Il y a... Bon, tant mieux si ça a fait parler. C'est le plus facile d'exporter. Oui. Voilà. Parce que le reste, il faut penser comment on exporte. Et bon. techniquement, ce qui est vendu aujourd'hui, alors, qu'est-ce que ça vaut, les pastels de Il y a France? de tout. Il y a des bonnes, il y a des autres qui ne sont pas bonnes, mais sont pas mal. Et historiquement, est-ce que c'est vraiment un symbole, le pastel de nata? Est-ce qu'il y a une profondeur historique importante? Bon, ça dépend qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de la cuisine portugaise. Et il y a la cuisine des Portugaises, des gens, des familles, des familles. Il y a le message politique, la cuisine le gouvernement, les régions vont promouvoir. C'est un produit à vendre. Et ça dépend quelle est la famille de la personne, par exemple. Il y a des familles qui ont des racines et une histoire en Afrique ou des autres pays. Et chez eux, la cuisine de ce Portugais-là, ils mangent des choses qui, chez d'autres familles, on ne mangerait pas. Mais ils sont aussi les Portugais. Alors, il faut qu'on dise clairement qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de la cuisine portugaise. Retournant à la question des pastels de nata, que c'était la question, en effet, on a recette pastel de nata, un manuscrit qui est déjà publié. Il a été écrit pendant le 17e, 18e, ou même pendant... Peut-être qu'il a commencé au 6e siècle, il a été publié au 17e, qui c'est un manuscrit d'un convent, et là, on trouve pastel de nata. Et on va trouver des autres pastels de nata plus tard, et aussi pastel au lait. Mais aujourd'hui, si on fait une enquête aux familles au Portugal, quelle est la pâtisserie de votre famille, je crois que personne ira répondre, ou presque personne, pastel de nata. On a des autres produits. Naturellement, ils ne sont pas faciles à exporter, mais sont ce qu'on peut dire le ADN ou DNA, je ne sais pas comment ça se dit en français, ADN, de la cuisine des Portugais. Okay? Mais je pense immédiatement on va goûter pain de l'eau, je ne sais pas comment ça se dit, qui c'est bien traditionnel. On a plusieurs variétés du pain de l'eau chez nous, du nord au centre, etc. Le riz au lait, ok.
C'est pour manger avec la cuillère. On ne peut pas l'exporter. Le pain de l'eau, oui, mais pas le riz au lait. Et même, c'est aussi intéressant de penser à une autre chose, qui c'est la même recette au Portugal a des variantes. Je parle par exemple d'une recette qui est typique au Noël, qu'on appelle filhos ou filhose. Ok, le nom peut changer un peu. Je suis du centre du Portugal et chez moi, et dans toute la région sainte, on fait la filhos. C'est un frite du Noël. Attention qu'au Noël, nos recettes n'ont pas des œufs. Par contraire, à la Pâque, les gâteaux sont pleins des œufs. C'est à cause de la proximité. Aujourd'hui, on oublie ça, on achète tout au supermarché, mais les gens faisaient avec les produits qu'ils avaient chez eux. Alors, s'ils avaient des œufs, ils faisaient de la pâtisserie avec des œufs, mais s'ils n'avaient pas, ils utilisaient des autres. C'est une pâte, en retournant à la filhos, c'est une pâte simple, de la farine, pas du sucre. Oui, c'est comme le pain, mais pas légère, c'est pas dur comme le pain. Et on ajoute comment ça s'appelle, la bobra, j'ai oublié. Potiron. Ok. Chez moi et dans la région centre, mais si on va au nord, au nord, mais à et Alentejo, la filoche est une autre chose, absolument différent. Ils le font d'une autre façon. Oui, ils le font aussi avec des pommes de terre douces. Ou des pommes de terre. Alors ça, c'est un exemple qu'on peut répliquer pour des autres. On parle de la cuisine portugaise, mais il y a la cuisine des Portugais. Et ça, c'est différent. Bon, et je m'arrête pour donner la parole aux autres. Non, mais Carmen, tu nous as mis sur la voie de la lecture des régions. On a un problème dans le monde, c'est que quand on écoute les Asiatiques parler, quand ils viennent en lecture touristique de nos différents territoires, ils parlent souvent de cuisine européenne. Et quand on est à l'étranger, en Europe, on va parler de cuisine française. Alors qu'en France, bien souvent, on parle de cuisine alsacienne ou de spécialité bretonne. Nous, Français, malheureusement, ignares, nous ne connaissons pas les différentes régions du Portugal. On parle de cuisine portugaise. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus productrices de produits, de spécialités que d'autres? Est-ce qu'il y a des régions qui sont identifiées pour des spécialités, comme vous avez commencé de l'évoquer pour une recette, mais on va parler d'autres recettes? Pour le pastel de nata, avec le sujet qu'on a parlé, parce que ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut comme commerçant, c'est toujours avoir des produits d'appel. Et le pastel de nata, c'est un produit d'appel, comme la France a le macaron, qu'on trouve macaron partout dans le monde. Alors, il fallait commencer, et toujours quand on a un produit d'appel, pour nous, c'est plus facile de mettre le produit d'appel que tout le monde connaît. Après, on met le reste, vous voyez? On met le reste des produits. Il fallait aller au Portugal pour voir, aussi pour sentir les régions, ou ce qu'on mange en chaque région. J'aime beaucoup ce qu'on fait dans le nord, Minho, parce qu'il est très frais, ce qu'on mange, c'est beaucoup de... Je crois qu'on reste toujours dans la gastronomie portugaise, et le chef le peut dire, c'est une gastronomie de confort, que les Portugais le sentent confortable. Quand on mange, ça nous rappelle toujours quand on est petit, quand notre maman elle le faisait, notre grand-mère et tout. Pour moi, c'est toujours une gastronomie de feu. On fait pot-au-feu, des choses comme ça, vous voyez, des ragoûts. On prend beaucoup de temps à faire parce qu'on fait beaucoup avec l'huile d'olive, l'oignon, on mélange, après on met de l'eau, on met un peu de chorizo, on donne toujours le goût. On ne fait que du riz sans goût, vous voyez. On fait un riz blanc sans en avoir un peu de chorizo, de quelque chose. Le goût, il doit toujours faire partage de notre façon de manger. Et aussi, la partie, ce qu'on dit de région, dans le nord, on fait beaucoup de grillés. Quand on est dans la mer, on mange le poisson ouvert avec du sel. C'est un peu comme ça, c'est la simplicité de manger. Et ça, c'est difficile
de le reproduire ailleurs. Ben ouais. C'est le problème de notre cuisine portugaise. Parce que si on vient ici, il fallait avoir toujours les poissons, les grillades, vous voyez, et faire simple, et faire les salades. Et on mange toujours beaucoup de choses, on mange toujours chaud. La soupe, on mange beaucoup de soupe chez nous. On mange beaucoup de grillades, on mange beaucoup de ragoûts, on mange beaucoup au four, tout ce qui est au four, comme des cabris au four, du porc au four, de la vache au four. On fait beaucoup des choses au four et beaucoup de ragoûts. On appelle, là, on a une tendance au Portugal, c'est comida de tacho. Comment on dit ça, monsieur le consul? Comida de tacho. C'est un peu le ragoût de notre ragoût. mère. On peut dire ragoût. Ouais. Ragoût, oui. C'est un peu la façon de prendre le soin et la tendresse que notre mère et notre grand-mère, ou notre père, je parle toujours les femmes parce que c'était les femmes qui étaient à la maison, et c'était ça, ce qu'on mangeait, c'était de confort. On arrivait et notre saveur, il était là. Et c'est là, on réplique toujours ça. Même les tripes, comme vous avez les tripes de quin, que le chef il a parlé, c'est un ragoût qui prend beaucoup de temps. Faire les tripes le jour avant, les mises en place, parce qu'on dit toujours mise en place comme les Français, parce qu'on a pris la base de notre cuisine dans les restaurants et les hôtels, c'était une base française. Parce qu'on dit d'errant, rôtisseur, poissonnier, on dit encore ça. Parce qu'on reste toujours avec la base française. Mais il fallait le passer pour la cuisine portugaise. Et là, on a un restaurant chez nous dans la vignoble de Quinta da Pacheca, dans le Douro, qu'on fait harmoniser le vin avec notre plat portugais, que le chef il connaît bien aussi. Et c'est une gastronomie portugaise, mais avec un montage actuel d'auteur, qu'on dit d'auteur, parce que les chefs portugais, ils veulent faire la nourriture portugaise avec les saveurs portugais, mais avec ce qu'on dit au Portugal, instagrammable, qui va dans l'Instagram, vous voyez, parce qu'on vit des clients, on vit de touristes. Il fallait toujours faire à l'appel pour que les gens ils viennent. Et si on met un ragoût, ça ne va pas très bien dans la photo. Il fallait faire quelque chose de plus différent, quelque chose plus de montage, d'attirer l'attention. C'est là qu'il fallait faire un peu le rôle. Je crois mais dans le Portugal, on mange très bien dans toutes les régions. Les restaurants ont beaucoup de mal à se faire noter ici ou n'importe, parce que c'est une cuisine difficile de faire, qui prend beaucoup de temps de mise en place, de faire avant, de faire réchauffer les choses, faire les choses, après la mise en place, après le faire et le monter, et ça prend beaucoup de temps. Et on fait comme il a beaucoup de cuisine qu'il prépare une semaine avant. Chez nous, on le prépare, on est toujours en direct. Quand on ouvre le restaurant, si le gaz n'est pas là, on ne peut pas faire des choses froides parce que c'est presque tout chaud, vous voyez. Ce n'est pas comme faire une pizza, ce n'est pas comme faire quelque chose de plus simple. C'est difficile, la cuisine portugaise. C'est facile parce que c'est naturel, mais c'est difficile de faire un peu tout comme on fait chez nous. Maintenant, on n'a plus de technique. Le chef sait beaucoup de choses. Chef Elio, c'était un des chefs qui ont commencé à enlever les règles de la gastronomie internationale. Il voulait passer à tous les touristes et tous les Portugais que le savoir portugais il était là. Il fallait le faire connaître et tout. Et je crois que c'est par là qu'on va. Et ce qu'on veut ici en France, c'est que notre cuisine au Portugal, elle commence à avoir beaucoup de produits de référence pour qu'on puisse vendre, vous voyez, ou les ingrédients pour que les gens ils peuvent essayer de le faire. Ici en France,
je connais beaucoup de restaurants, mais je connais une chaîne de restaurants portugais plus fruits de mer qui s'appelle Pedra Alta, qui a déjà 15 restaurants plutôt à Paris, qui c'est de M. Baptiste. Pour nous, c'est toujours un restaurant de référence parce qu'il fallait avoir toujours des restaurants de référence portugaises qui fait de la morue, qui fait un peu la viande comme chez nous, vous voyez. Et il fallait, pour faire connaître les gens qui viennent du Portugal, parce que Tours, on a 2 ou 3 fois par semaine un vol qui va à Porto, qui va peut-être ailleurs, mais les gens qui vont et qui viennent, ils viennent avec quelque chose qu'ils veulent répéter, je crois. Et c'est là qu'il fallait jouer le rôle, jouer le jeu avec les gens de Tours et ailleurs, pour qu'on aille les produits qu'ils ont goûtés et que ça les fait plaisir. Et on mange bien, c'est pas trop cher. Je crois que c'est les vacances qu'il fallait. J'ai adoré une chose, quand vous avez dit toutes les régions du Portugal sont bonnes, en France, on dirait toutes les régions de France sont bonnes gastronomiquement. Autour de la table, les gens diraient non, je ne suis pas d'accord. Hein. Il y aurait naturellement un match entre les régions. J'ai regardé les personnes ici, elles ont admis toutes les régions gastronomiques au Portugal sont bonnes, de même qualité. Différentes, mais elles sont bonnes aussi. D'accord. Mais c'est curieux, comme vous dites avant, d'impression que les Asiatiques, ils ont de l'Europe, Cuisine quand ils viennent européenne. c'est la cuisine européenne. Je suis invité pour aller à Hong Kong, pour visiter une école qu'ils ont fait de cuisine, de hôtellerie, mais qu'ils ont comme 10 cuisines, ce n'est pas une cuisine, c'est 10 cuisines différentes dans l'école. Ils ont une européenne, ils ont asiatique, de chinois, Japon, Indonésie, pour pizza, pour faire du pizza, italien et français. Ah, Alors, ils ont européenne, mais ils ont divisé entre Italie et France. C'est très curieux. Deux choses qu'Alvaro a dit, que c'était l'importance de la cuisine qui conforte. C'est la cuisine de la famille qui nous rappelle notre enfance. C'est intéressant. Quand on fait l'histoire des livres de culinaire portugaise, de cuisine portugaise, on arrive à 1986, presque. C'est pas Maria de Lourdes Modeste, c'est Maria Helena Tavares de Crato. On ne parle pas d'elle, mais elle a publié un livre qui s'appelait Cuisine portugaise. Et là, on trouve des recettes qui sont les recettes de sa famille. Alors, le titre, c'est La cuisine portugaise. Mais la cuisine portugaise, dans la construction d'un discours, qu'est-ce que c'est le Portugal? Elle inclut la famille. Elle a des recettes qu'elle a dans son titre. Dans le titre, elle dit de la maman, de ma sœur, et même la cuisine docteur. C'est à la mode, à ma mode. C'est comme je fais. Alors, le Portugal, la cuisine portugaise, c'est tout ça. C'est la région, le terroir, mais aussi la famille et aussi l'individu. OK? Et une autre chose... L'interprétation des recettes internationales qu'on porte pour Portugal, nous appelons d'autres choses. Par exemple, le crème caramel au Portugal s'appelle pudim francês. Ah ouais. Mais si je viens ici, je dis je veux un pudim français, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais c'est crème caramel. C'est pudim français. Et c'est même pas français. Mais on l'appelle français. On appelle français. Ouais. On a une autre chose qui J'aime est beaucoup. gâteau anglais. Si vous irez en Angleterre, vous ne savez pas que c'est un gâteau anglais, c'est un gâteau aux fruits. Mais là, quelqu'un la voit une fois un gâteau avec des fruits, et bon, il va dire bon, ça c'est anglais, c'est comme ils font des Anglais. Bon, et ça c'est très curieux, cette tendance d'appropriation des recettes et des noms. La reine anglaise, la reine, elle a pris une cuisinière portugaise qui c'était de Porto, elle travaillait pour nous, pour faire la partie naturelle des choses, quoi. Pour qu'elle grille les choses, les légumes. Vous voyez,
huile d'olive, un peu la cuisine méditerranéenne qu'on fait tous dans le Méditerranée, comme Portugal, Espagne, France, Italie. Mais elle a pris une cuisinière portugaise qui est dans son château pour faire des produits simples. Vous voyez, c'était une nourriture simple, une nourriture et une gastronomie qu'elle aime beaucoup, mais qui n'a pas, parce qu'on fait beaucoup de sauces, on n'a pas beaucoup de sauces. Les sauces qu'on a, c'est du ragoût. On fait huile d'olive, vinaigre, du sel, vous voyez, pour la salade. On est un peu, je crois que la façon de faire, c'est que on aime toujours la base des choses, le savoir Et base ça, c'est le secret de des la choses. reine, la Oui. reine d'Angleterre, c'est la cuisinière. Oui. Mais non, c'est seulement pour terminer, à propos de la soupe. Oui. Quand on voyage, les Portugais, et on arrive chez nous, je pense que c'est un sentiment commun. On a envie de manger de la soupe. La soupe du café. La soupe. Vous n'aimez pas le café? Non, non, mais j'aime la soupe. Et à propos de la soupe, si vous me permettez, j'aimerais bien partager avec vous un passage d'un livre, que c'est le livre publié par António Maria de Oliveira Belo, qui a publié le livre de cuisine culinaire portugaise en 1936. Et là, il a publié dans le préface une note que je vais vous lire, c'est bien bref, mais je crois qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé beaucoup. Et il dit, et je cite, « Pour les Portugais, un repas sans bouillon ou soupe, pour commencer, n'est pas un repas complet. Il manquerait quelque chose d'indispensable. Les soupes portugaises sont nombreuses, mais il y en a 4 qui sont fondamentales et qui sont aussi les plus caractéristiques. La canja, bouillon de poule, le caldo verde, soupe aux choux verts émincés, faite avec des pommes de terre et servie avec une rondelle de saucisson, chorizo. La soupe de cozido national, du pot au feu, les soupes de poisson des ports portugaises. Alors, c'est ça qui est écrit dans le livre de culinaire portugaise. Et même l'année suivante, ici non, à Paris, s'était organisée l'exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne, à Paris le 4 au 27 novembre 1937. À cette occasion-là, l'État portugais avait un pavillon pour montrer le Portugal, la nation, et un personnage bien connu, un journaliste et écrivain, Albino Forjas Sampaio, a écrit le texte qui était publié dans un dépliant, c'est ça qui se dit? Oui. OK. Et il aussi, il parle de la soupe. Et il dit, pour en revenir à la soupe, on ne trouve point au Portugal de ces potages plus ou moins liquides ou plus ou moins clairs, qui, somme toute, ne sont que d'eau chaude. On y trouve des potages pour tous les goûts et de bonnes soupes épaisses, bien nourrissantes. Chez certains peuples, la soupe est l'entrée du dîner. Au Portugal, la soupe est elle-même un dîner. Nous citerons parmi d'autres, attention, la canja, bouillon de poule au riz, servi avec les abattis, une tranche de jambon né, si l'on veut, des jaunes d'œufs. La soupe au grelos, pousse de jeunes plantes, spécialement des navettes, et la soupe au cerfeuil et la soupe aux châtaignes pilées. Alors, la soupe. C'est un message qu'on trouve aux années 1930, mais qu'aujourd'hui continue à être un des plats plus identitaires
pour les Portugais. Et c'est pour tout le Portugal, du nord au sud. Monsieur le consul. Allez, Je vais dire un petit mot, parce que est-ce qu'on irait jusqu'à l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO, par J'espère. exemple, cette La soupe. soupe j'espère, bien sûr, il le mérite. Elle le mérite. Je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent et nous regardent aient l'impression qu'à force de parler de simplicité Oui. de la cuisine portugaise, on a l'impression finalement qu'elle manque de relief. Bon, c'est finalement des produits cuits à l'eau et puis avec un peu de sel, etc. C'est pas ça du tout. En fait, la cuisine portugaise est une sorte d'oxymore. C'est la sophistication dans la simplicité, ou inversement, comme vous voulez. C'est le plus difficile, c'est faire ça. Et le contraire aussi. Et prenons l'exemple de Caldevel, dont on parlait à l'instant. Cette recette est un miracle. Hein. C'est-à-dire que vous aboutissez à un potage d'un goût exceptionnel avec rien, ou pratiquement rien. Du chou, pommes de terre, rondelles de saucisson, de l'huile d'olive, etc. Mais il y a ici, il y a un tour de main, finalement. C'est seulement des oignons. Si vous voulez. Et il y a ici un savoir-faire ancestral qui fait qu'au final, on va se retrouver avec quelque chose d'absolument délicieux. Au départ, il n'y a pas grand-chose, on vient de le dire. Et pourtant, à la fin, c'est merveilleux. Donc, c'est simple et sophistiqué à la fois. Ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. On va prendre un autre exemple, c'est la morue. La morue, bon, c'est un poisson dessalé qu'on va faire cuire, et puis on va rajouter je ne sais trop quoi. Et finalement, ça a l'air également simple et finalement ordinaire. Pas du tout. La preuve en est, c'est que, comme le général de Gaulle disait qu'il était impossible de gouverner un pays qui produisait plus de 300 fromages, oui, eh bien, au Portugal, la morue, il y a plus de 300, le chef va le confirmer, mais plus de 300, enfin, c'est ce que j'ai lu, moi en tout cas, je ne les ai pas toutes goûtées, donc je me suis contenté de le lire. Il y a plus de 300 recettes de morue. C'est dire que chacune a ses spécificités, et c'est dire s'il y a là une recherche de sophistication. Sinon, finalement, on cuisinerait la morue de la même manière partout. Et c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Non, mais à propos de la morue, je ne sais pas si tout le monde le sait, j'espère que oui, mais l'incroyable, c'est qu'on ne pêche pas la morue dans notre côte. Non. Il faut aller milliers de kilomètres. Et on le fait déjà pendant des siècles. Avant, on n'avait pas l'électricité, il fallait le saler et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller si loin pour pêcher un poisson qui n'est pas de notre côte. Mais on continue à avoir envie, à faire de la morue de plusieurs différentes manières. Et en effet, c'est le résultat d'une histoire du Portugal très intéressante. Un pays des gens qui part dans la mer pour chercher de nouveaux territoires, mais aussi pour chercher des nouvelles ressources alimentaires. Ils pêchaient le poisson, la Terra Nova, au Mar du Nord, et elles viennent saler. Le sel, on a plein de sel, c'était un problème. Et on avait la technique. Et naturellement, on a développé et présentement, on n'a pas ici, jusqu'à ce moment, parlé des appellations qu'on a au Portugal, aux produits du Portugal, mais on a des catégories de certification qui c'est pour les produits traditionnels, des spécialités traditionnelles. Et la seule spécialité traditionnelle, c'est le bacalhau salé, comme on le fait chez nous. Alors, on n'a pas de bacalhau chez nous, mais on ne peut pas vivre sans le bacalhau à la table. Mais toujours salé. Et aujourd'hui, c'est un plat des gens qui ont de l'argent, parce que c'est cher, un bon bacalhau, c'est trop cher. Mais avant, c'était pour la table des pauvres. C'était un produit que les gens de l'élite ne mangeaient pas d'habitude. Naturellement, il y avait
un encadrement aussi religieux. On doit penser que les jours dans l'année que les gens ne pouvaient pas manger à cause du code chrétien de la chair, mais seulement du poisson, a aussi contribué à que ce poisson, qui c'était un poisson conservé en salle, pouvait être présent et c'était pas cher. Les pauvres, les communautés religieuses, les gens dans les prisons. J'ai un élève du doctorat qui a fait une étude sur les documentations sur ce sujet. Le bacalao, comment est-ce qu'il était présenté à ce siècle, du 6e siècle. Et on a arrivé à la conclusion que c'était un produit des gens plus humbles, aussi pour les grands voyages dans des navires, des bateaux, les grands voyages. Mais imagine, on ne peut pas vivre sans un poisson qu'on n'a pas là, chez notre côte si large. Et les sardines. Mais voilà, j'allais dire, vous ne parlez pas d'un autre poisson. Moi, mais les sardines, en tant que touriste, j'ai aidé les pêcheurs à tirer le filet. Depuis tout à l'heure, vous ne parlez pas des sardines. Ah, mais ça, c'est l'emblème. Et je laisse au chef de parler des sardines. Je suis curieux aussi qu'un plat que c'est très connu au Portugal, et que nous faisons en enquête au Portugais, c'est des sangliers de porc-collet. Comment on dit? Cochon. Cochonnet. Le porc-collet, c'est le plus connu au Portugal. Tout le monde adore ça. Et c'est impossible de porter parce qu'on a des forêts spéciales pour le faire. Mais les gens, ils aiment beaucoup. Les sardines que vous parlez, c'est bien que tout le monde aime les sardines, mais seulement grillées. Ou en conserve. Ouais. Mais ce sont deux façons de le faire. Il y a des autres. Il y a du riz, il y a des frites aussi, passer pour la farine et frites, avec du riz aux tomates. Mais la façon plus normale de le manger, c'est grillé. C'est exportable en boîte, les sardines. On peut oui. les commercialiser. Surgelé et en boîte aussi. Bien. Et vous le faites. Surgelé, oui, on le fait, surgelé, et on fait aussi en boîte. Et ça sort bien avec tomates, avec huile d'olive, et ça sort comme on dit en français, comme des petits pains. Alors, tout à l'heure. Mais il fallait parler du cochon au lait, parce qu'on le fait aussi chez Panier du Monde. Et c'est le plat au Portugal qui fait plus de chiffre d'affaires. Comme plat régional dans tout le Portugal, qui c'est toujours dans le centre, Mielhada, par là. C'est le plat qui fait plus de chiffre d'affaires au Portugal, comme un seul plat qu'on mange à table dans des restaurants. Seulement dans la région de Bairrada, ils mangent 1 million de porcelets par année. Oui. À propos de la canja, si vous me permettez, c'est une soupe qui est un bon exemple de la fusion des rencontres du portugais avec des autres peuples. Parce qu'on trouve la première référence à la palabre, à la mot, canje, d'un Garcia da Horta, qui c'est un médecin du 6e siècle. Il était médecin aussi, il était portugais, mais il était allé à l'Indie. Et il décrit qu'est-ce que c'est la cange. Et la cange, c'est simplement le riz cuit, trop cuit, et c'était avec des épices. Et après, c'était un médicament pour les malades. Qu'est-ce qu'on avait au Portugal et en Europe pour les malades? C'était les bouillons des aves, divers poulets, etc. Alors, et c'était aussi un médicament. On a fait la fusion, la pratique européenne, portugaise aussi, et la pratique de l'Indie. Et aujourd'hui, on ne mange pas beaucoup la cange comme elle était en principe. Au début. Qui s'était, au début, merci beaucoup, qui s'était préparée avec le riz. Mais on a substitué, on a changé, on use la pâte, des petites pâtes. Mais les gens
Dans les familles plus anciennes, les pères ou les grands-pères, ils mangeaient toujours la canja avec le riz. Alors, c'est une histoire de fusion, de l'encontre des Portugais avec les autres peuples du monde, en ce cas en Orient. On parle de fusion des peuples du monde. Et tout à l'heure, Alvaro, c'est vrai qu'a évoqué la notion de confort. C'était une cuisine qui a amené du réconfort, qui rapprochait les gens avec de l'âme et de l'émotion derrière finalement. Et j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Paletta. En France, en ce moment, on aime bien parler de gastrodiplomatie. On aime bien nous remémorer qu'au XIXe siècle, des acteurs ont su mettre autour de la table des personnes ou des pays en conflit et que la table a su réunir les individus. C'est le but même d'ailleurs de l'UNESCO aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous, eu des expériences, peut-être en tant que consul honoraire, de moments où la table, la table portugaise, le partage qu'offre l'imaginaire de la recette, des recettes et de la gastronomie portugaise, a su réunir des individus, a su calmer une problématique diplomatique? Là, vous attribuez des vertus à la gastronomie qui excèdent ses pouvoirs. Hein. Alors, à l'inverse, ce que vous dites est intéressant parce que la cuisine portugaise a quand même une part d'universel. Parce que dans la cuisine portugaise, on trouve des origines diverses. On va y trouver, par exemple, des influences mauresques, hein, puisque le Portugal a, pendant 3 ou 4 siècles, connu la présence mauresque et on utilise par exemple les figues, les agrumes qui viennent donc d'Afrique du Nord. Notre cuisine est également volontiers épicée. Certains de nos plats sont très épicés. La cuisine açorienne, par exemple, est très épicée. Ça, c'est l'influence des grandes découvertes et des voyages de Vasco de Game qui a ramené des Moluques, toutes ces épices, qui étaient d'ailleurs ce qui était recherché. Il y a bien d'autres influences, notamment d'Amérique du Sud, puisque une chose relativement intéressante dans l'histoire du Portugal, on parle des grandes découvertes et finalement de ce que les Portugais ont apporté à la connaissance du monde. Moi, je pense que les Portugais ont apporté quelque chose de plus intéressant encore. C'est ce qu'un auteur, dont j'oublie le nom à l'instant, a appelé le voyage des plantes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre qu'au moment où les Portugais se lancent à la découverte du monde, finalement, les produits naturels sont très régionalisés. Après l'aventure portugaise, on va avoir une diffusion de produits dans le monde entier et avec des implantations qui n'étaient pas des plantations endémiques. Prendre l'exemple, je parlais à l'instant des agrumes, il y a de tout temps eu des orangers, des citronniers en Afrique du Nord, mais pas comestibles. Ce sont les Portugais qui vont les ramener d'Asie du Sud-Est. Ils vont ramener les cocotiers, ils vont ramener les bananes. Les bananes, on a l'impression aujourd'hui que c'est les Antilles, c'est l'Afrique. Pas du tout. Les bananes, à l'origine, sont d'Afrique du Sud, d'Asie du Sud, pardon. Je ne sais pas, moi, les pommes de terre, évidemment, ça on le sait, les tomates, et tout ça, vont venir d'Amérique du Sud et les Portugais vont les diffuser à travers leur comptoir. Et ça, c'est un apport considérable. Le manioc. Il faut voir, par exemple, ce qui s'est passé au Brésil. Le café, les chocolats, les bananes, les citrines, tout ça. Ce sont les Portugais qui ont mis ça. Ça n'y existait pas de manière naturelle. Le manioc, dont on sait l'importance qu'il a aujourd'hui en Afrique, vient d'Amérique du Sud. Et ce sont également les Portugais, dans le cadre de leur découverte et dans le cadre
de la diffusion de ces produits à titre commercial, le but était intéressé, bien évidemment, mais qui ont permis cette diffusion. Donc cet apport-là, moi, me paraît tout à fait considérable, tout autant que la découverte du monde et puis la connaissance qu'elle a permis à l'humanité. Il me semble que ça, c'est véritablement important. Et donc, la cuisine portugaise s'est ensuite inspirée de tout cela. Et c'est en cela qu'une part de cette cuisine a une dimension universelle. C'est intéressant de partager avec vous une autre idée qui c'est l'importance du lexique. Moi, je suis aussi un linguistique et je m'intéresse aux paroles. Et il y a une parole qui c'est marmelada et que vous avez la parole marmelada, marmelade, marmelata, marmelade, marmelata, presque toutes les langues européennes. Mais d'où vient la parole? Elle vient du nom d'un fruit qui c'est le fruit que vous appelez coin, c'est le marmelo, mais c'est marmelo qui devient marmelade, ou marmelade, etc. Toutes les autres langues de l'Europe n'ont pas la parole d'origine. Le fruit ne s'appelle pas marmelo. Elle s'appelle seulement marmelo, qui est en portugais. Alors c'est une situation que je ne trouve beaucoup et qui c'est l'influence aussi discrète, naturellement, et le résultat des techniques de survivance des gens. Parce que les gens avaient besoin de préserver les fruits, de préserver et d'avoir une vie plus large pour les fruits. Si on ne les mange pas fraîches, il faut qu'on prolonge sa vie. Et ce qui concerne le coin, on ne le mange pas frais comme ça, il faut le transformer. C'est astringent, on ne peut pas le manger. Mais c'est aussi une autre face de la question de la gastronomie, le lexique. Qu'est-ce qui se passe avec le lexique? Et c'est une parole qui est partout, dans toutes les langues modernes, et à l'origine, elle est portugaise, et je pense que les gens ne savent pas ça, ou n'ont pas réfléchi sur ça. Et les gens ne savent que peu de choses, parce que tout ce que vient d'évoquer M. Paletta sur tous les apports des différents découvreurs du monde, portugais, espagnols, italiens, les Français ont l'impression finalement que tous les produits qu'on utilise aujourd'hui pour la cuisine française sont autochtones, alors qu'en réalité, il n'y en a quasiment pas. Voilà, il faut vraiment inculquer aux gens vraiment l'origine des produits pour voir qu'on est un pays européen depuis la création des différentes fusions qui ont pu exister. Hormis cela, les Français aujourd'hui ont l'impression, vous avez cité la gastronomie française comme étant potentiellement supérieure, mais je ne me permettrai surtout pas. C'est surtout que rapidement, elle a tenté de s'évaluer avec l'utilisation de termes, comme le dit Carmen, avec le discours gastronomique, en essayant de critérier une forme de qualité à travers une lecture du bon et d'un discours très, très apprécié. Au Portugal, la cuisine portugaise, excusez-moi. Comment on évalue la cuisine portugaise? Comment on différencie et on qualifie la cuisine portugaise? Comment on fait qu'une cuisine soit meilleure qu'une autre, qu'un chef est plus grand qu'un autre, plus renommé qu'un autre, qu'un restaurant est meilleur qu'un autre? Est-ce que vous avez des critères différents de la France? Non, je pense que les critères sont les mêmes qu'en France. Il y a des chefs qui sont plus connus, qui travaillent plus. Maintenant, de nouveaux chefs qui travaillent sont surtout des produits. Et maintenant, j'avais parlé, ça fait déjà beaucoup de temps, j'avais été en programme de télévision pendant 8 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'avais parlé tous les temps de retour à la terre. De retourner à la terre, de retourner aux produits, de travailler les produits. Et maintenant, la cuisine portugaise que font les chefs, c'est surtout ça. C'est surtout, on travaille sur les produits qu'on a chez nous. Et comment on peut le travailler, comment on peut le faire grossir, améliorer, et donner
on saveur portugais parce qu'on a une façon de cuisiner différente, mais avec tous ces produits, il y a une reconnaissance qu'on doit être plus intéressé pour des questions climatiques aussi. Et les saisons, respecter les saisons, respecter les produits et respecter aussi l'intégrité des produits. Et c'est ça que maintenant les chefs ils font au Portugal. D'accord. C'est vrai qu'en France, pendant longtemps, on a eu le regard des terroirs, comme vous le dites, Elio. Et en ce moment, quand j'écoute les chefs cuisiniers, ils sont très tournés sur un discours nostalgique. Tout à l'heure, Alvaro, vous nous avez parlé de nostalgie. Aujourd'hui, quand j'écoute les chefs français, ils parlent tous de la recette faite par leur maman ou leur Mais papa. ça, c'est une nostalgie aussi au Portugal. De temps en temps, il arrive, les gens ils adorent ça. Nous avons une parole très connue que c'est saudade. Et ça donne toujours une nostalgie de ça, de la mère, de la grand-mère. Non, mais ce qu'il faut pour l'avenir de la gastronomie, il faut surtout travailler le produit, travailler aux saveurs et travailler surtout au moment. Ce n'est pas de dire qu'on va s'arrêter avec les anciennes recettes, mais on ne peut pas rester toujours à penser dans les recettes de grand-mère et de grand-grand-mère. Au Portugal, quand on va choisir un restaurant pour y aller, il fallait toujours voir combien on veut dépenser. C'est toujours, les Portugais, ils aiment beaucoup savoir qu'est-ce qu'ils vont payer, mais toujours savoir si c'est pour le nom du restaurant parce qu'il est à la mode, ou si c'est le chef qu'il connaît, ou aussi, on dit toujours, on va aller dans un restaurant régional. On dit toujours, quel est le restaurant régional à Viana? Parce que je vais là demain. On téléphone des amis et tout. Il fallait savoir. On dit aussi italien ou international, n'importe. Mais toujours, je crois, de plus en plus, on commence plutôt après 40 ans, vous voyez, 40, 50 ans, on commence toujours à être bien, à manger un peu la qualité portugaise, vous voyez, et c'est aussi beaucoup où est-ce qu'on a un bon restaurant régional. On dit comme ça, je ne sais pas si en France, vous disiez comme ça aussi quand vous allez à Lyon, quand vous allez dans le Nord, n'importe, ou même ici à Tours, qui a plus de plats régionaux qu'on peut choisir, un cabri, un plat au riz de poulet ou comment on dit à Bordelaise, l'emploi. Vous voyez que c'est le temps, c'est là, parce qu'on dit encore à Bordelaise. Par exemple, c'est le nom. On dit l'emploi à la bordelaise, mais on ne fait pas la bordelaise. D'accord. mais si vous allez au Portugal, vous voyez l'emploi de la bordelaise, vous pensez que, bon, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Mais le nom, c'est la bordelaise. Ouais. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Je crois que la partie régionale portugaise, elle est là. Je crois que même les gens, les Français qui vont, parce que les Français, ils aiment beaucoup, les touristes français, ils aiment beaucoup découvrir les marchés, les petites rues, qu'est-ce que c'est typique ici. Si c'est un touriste anglais, c'est plutôt la plage, c'est plutôt d'autres choses. Ils vont manger beaucoup ce genre de nourriture qu'ils aiment. Mais les Français, ils sont plus curieux et ils veulent savoir quel est notre goût, notre façon de faire. Et c'est là qu'il fallait jouer un peu le rôle au Portugal pour que quand il vient ici en France, il vient avec les bons rapports de connaissances et des plats pour qu'on puisse nous-mêmes donner les produits, vendre les produits. Mais les restaurations portugaises ici en France qui commencent à avoir des clients français dedans parce qu'il nous manque aussi avoir ce genre de clients. Voyez. Alvaro, vous nous mettez l'eau à la bouche avec votre définition du bon restaurant portugais. En France, on a ce schéma qui est devenu un petit peu un monopole avec le mot des étoiles du guide Michelin, qui est pourtant un guide parmi d'autres, mais le mot étoile est rentré dans le langage courant. Est-ce que les étoiles pour le restaurant en Portugal, c'est aussi rentré dans le langage courant? Oui, maintenant, oui. Je me souviens que quand j'ai commencé à travailler, la première entrevue que j'avais avec un directeur d'hôtel, je lui avais dit que j'avais travaillé dans un hôtel
dans un restaurant Michelin, avec 2 étoiles Michelin. Il m'a dit, ah oui, vous avez travaillé dans l'usine de Michelin, de pneus Michelin. Non, je dis, c'est pas ça, c'est un restaurant. À 30 ans, les gens, pour ne savent pas qu'est-ce que c'est le guide Michelin. Maintenant, c'est la mode. Et tout le monde veut une étoile Michelin, 2 étoiles Michelin, ils travaillent pour ça, ils font ça. Ça, c'est bien, bon, mais le problème, c'est que les gens qui travaillent pour l'étoile Michelin, ils vont se faire tous la même chose. Ils font des plats, s'ils n'ont pas des légendes, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Et ça, c'est difficile de penser comment on va changer sa mentalité, parce que ça commence à être un peu étrange de la façon de penser. Quand on pense en chef, on pense surtout dans l'étoile et on ne pense pas qu'est-ce qu'il fait de bon, quel restaurant est Même bon. dans la partie fromage, parce que la France est la reine des fromages dans le monde. C'est l'Italie. Les producteurs, les industriels portugais qui me disent pourquoi la France, notre fromage n'arrive pas à être connu et tout. Mais j'ai dit, c'est un travail qu'il fait longtemps qu'ils le font, mais ils ont une chose qu'on n'a pas, c'est les affineurs de fromage. Je crois que c'est qu'ici. C'est comme avoir une cave à vin qu'on laisse le vin affiner un peu. C'est là aussi le secret, parce que je ne sais pas l'histoire des affineurs de fromage. Il y en a dans le monde entier. Il existe la guilde internationale Oui, c'est des ça. affineurs Mais de fromage. en France, comme c'est plutôt parce que vous faites beaucoup, il fallait affiner beaucoup. Chaque fromage peut-être a un affinage spécial. Et c'est là vous donnez un plus-value au fromage qui est fait aussi pour l'affineur qui charge encore parce qu'il a acheté, il va le revendre. C'est toujours un métier et je ne connais pas très bien Vous avez une chose qui c'est comment on dit? C'est pas faiseur, mais c'est quelque chose qui est à la base des gens qui peut être un cuisinier, peut être un chef. Polyvalent. Oui, mais ici vous avez C'est pas grave. un tampon. Non, les meilleurs ouvriers de France. Ouvrier de France. Ah, Oui, les meilleurs c'est ça. ouvriers de France. Les meilleurs ouvriers de France. Et je crois que vous êtes dans la base. Vous reconnaissez la base, vous voyez. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. Le meilleur ouvrier de France, vous voyez. On va encore attirer les gens pour qu'est-ce que c'est la base des produits, des façons de faire les choses. Et il nous manque aussi au Portugal emmener les gens sur ce genre qui est étoilé, vous voyez. Alvaro, vous Pour savez moi, ce qui- c'est mieux un ouvrier de France. Je crois, je ne connais pas bien le concept, mais je suis plutôt pour la partie ouvrier de France, le meilleur ouvrier de France, ou faire part de ce genre de choses, que aller pour des étoilés et tout ça, vous voyez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire demain en rentrant au Portugal, Alvaro, c'est d'organiser un concours des meilleurs ouvriers du Portugal. Hein? Et c'est le chef ici. Mais je crois que Il nous reste une fallait le seconde, faire. on aurait pu parler de pâtisserie, de vin, de beaucoup d'autres choses, de football et de cuisine de l'équipe de chef, il football. était tout à le fait, chef de la oui, oui. sélection Juste portugaise. quand même, Il monsieur est le président, Paletta. juste une précision quand même, parce qu'on a parlé de gastronomie, on n'a jamais parlé de vin. Oui, c'est pour ça que j'en ai même pas Alors, parlé de pâtisserie ou de vin. Et au Portugal, il s'est produit un phénomène tout de même extraordinaire, parce que on va dire, jusqu'à la Révolution, on avait au Portugal des vins qui, objectivement, n'étaient pas des vins de très grande qualité. Aujourd'hui, on a des vins exceptionnels. Et on le doit en partie au fait que les producteurs soient formés dans le Bordelais. Il y a des écoles dans le Bordelais qui ont permis aux Portugais de venir apprendre les techniques de vinification. Et aujourd'hui, objectivement, les vins de la vallée du Douro, de l'Alentejo, entre autres, il y en a un peu partout, mais sont remarquables. Je me souviens avoir ici, à l'occasion d'un festival du vin de Touraine, enfin du Val-de-Loire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vitiloire, exactement. Il y a eu une dégustation en aveugle par 2 sommeliers réputés, et il y avait 4 ou 5 vins. C'est
le vin portugais qui a été retenu comme étant le meilleur. Et les sommeliers ont pensé qu'il s'agissait d'un grand cru bordelais. Pas du tout. C'était un vin d'Alentejo. C'est dire les progrès que le pays a fait dans ce domaine. Et ça, c'est remarquable, il faut le dire. Il faut le dire qu'aujourd'hui, le Portugal a des vins extraordinaires. Et il faut qu'on continue de promouvoir les gastronomies, les vins, les pâtisseries, les chefs, les restaurants portugais en France, au Portugal encore, je pense aussi, comme ailleurs. Merci beaucoup de votre présence, de votre participation et du bon moment qu'on a partagé ensemble. Merci bien, bonne soirée. Voilà, et on invite tout le monde à aller découvrir les produits du Portugal autour d'un buffet. Oui. C'est pas le plus mauvais moment. Pas le plus mauvais moment. Alors, j'ai presque rien dit. Et c'était très très bien.